Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Bonjour Michel. Bonjour Laurence. Ravi de vous retrouver avec cette grande annonce. Le nouveau pape se nomme donc Léon XIV. Les cardinaux réunis en conclave ont choisi un Américain, Robert Francis Prévost, né à Chicago, mais qui a aussi des origines françaises par son père. On entendra les premiers mots qu'il a prononcés au balcon de la place Saint-Pierre, revêtu de la tenue traditionnelle liturgique des papes, et adresser un message de paix au monde, le message du Christ. On va revenir aussi, Michel, sur la signification de ce nom, Léon XIV, à la lumière de ses prédécesseurs, ce que cela dit, les grandes lignes de son pontificat, avec une volonté d'apaiser les tensions mondiales et sociales. Va-t-il s'inscrire dans la continuité du pape François ou bien tracer son propre sillage? C'était aussi, et c'est aussi, un augustinien. Vous nous direz ce que cela veut dire. Au même moment, le monde célébrait les 80 ans de la capitulation de l'Allemagne nazie et de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cérémonie à Paris, au l'Arc de Triomphe et au pied de la statue du général de Gaulle, bien sûr. Et puis démonstration de force à Moscou, sur la place Rouge, avec un Vladimir Poutine passant en revue ses troupes, aux côtés d'une vingtaine de chefs d'État étrangers, dont le président chinois Xi Jinping. Jamais le monde n'a paru aussi incertain que ces derniers temps. On évoquera aussi, Michel, un livre qui fait polémique puisqu'il décrit dans le détail, avec force de témoignage, le fonctionnement brutal et cynique de la France insoumise et de son leader Jean-Luc Mélenchon. Insultes, menaces, violences psychologiques, voire physiques, tout y passe. On verra ce que vous en pensez. Autre thème de débat, la France orange mécanique. Après un match de football remporté par le PSG au Parc des Princes, des heurts se sont déroulés dans Paris, avec à la clé une cinquantaine d'interpellations, 3 blessés après qu'une voiture ait foncé dans des personnes sur la chaussée. La violence qui accompagne désormais le quotidien des Français, où qu'ils se trouvent. Enfin, la visite à Paris du président syrien par intérim, Ahmad al-Shara, un ancien terroriste, chef d'Al-Nosra, qui a été reçu chaleureusement à l'Élysée par le président Macron. Faut-il privilégier le dialogue à tout prix pour éviter l'explosion de la Syrie, en proie à de violentes exactions, des massacres commis contre les minorités, notamment alaouites ou druzes? Ou au contraire, s'agit-il d'une lourde erreur de penser qu'un ancien djihadiste peut nous protéger de ses anciens compagnons terroristes? Je vous pose la question dans un instant, mon cher Michel. C'est parti pour cette émission. On va tout de suite, bien sûr, écouter les premiers mots du pape lorsqu'il est apparu au balcon jeudi soir devant une foule de croyants réunis place Saint-Pierre. Le mal ne prévaudra pas, a-t-il dit. On l'écoute. Je donne un salut de paix à toutes les personnes, où qu'elles soient, à tous les peuples, à toute la terre. Voici la paix du Christ ressuscité, une paix désarmante, persévérante. Elle provient de Dieu, Dieu qui nous aime tous et de manière inconditionnelle. Permettez-moi de donner cette même bénédiction. Dieu aime tout le monde. Le mal ne prévaudra pas. Nous sommes tous dans les mains de Dieu. Voilà pour Léon XIV, Michel Onfray, le mal ne prévaudra pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, il fait son métier. Moi, je Oui. fais le mien. Je pense que, hélas, il prévaudra. Mais que son métier à lui consiste à dire qu'il faut tout faire pour que le mal ne triomphe pas. Or, le mal triomphe. Sade parlait déjà des prospérités du vice et des malheurs de la vertu. C'est vieux comme le monde. Mais là, il est dans son rôle. Mm-hmm. Il n'a encore rien dit, qu'il a déjà dit quelque chose dès qu'il arrive, simplement par son vêtement. Exactement. La tenue liturgique. Sacerdotale, papale. C'est-à-dire qu'effectivement, il dit sans le dire tout en le disant, l'ancien, qui était prétendument dans l'humilité, mais dans une vanité absolument incroyable. D'abord, quand on s'appelle François... On parle de Pape François, voilà. Pape François, quand on dit « moi j'inaugure une lignée, je ne m'inscris pas dans l'Église, je m'appellerai François ». Et donc là, il dit très précisément qu'il est d'une grande vanité. Et il dit « Regardez, j'arrive avec des vêtements qui n'ont rien à voir avec le statut qui est devenu le mien. Or, il est pape. Après ça, c'est bonsoir, je vous embrasse, comment ça va, c'est presque ça. Et là, on a un pape qui dit, voilà, j'ai pris les vêtements du pape, donc je serai, moi, dans la fonction du pape. Et on a d'ailleurs une photo où il y a les 4 papes, il y a Jean-Paul II, il y a Benoît XVI, le pape François et Léon XIV, et on voit les différences, voilà, on les regarde, et je les décris pour nos auditeurs. On voit que Léon XIV s'inscrit dans la lignée de Benoît XVI et de Jean-Paul II. Alors, pas vraiment. Pas complètement pour vous, Michel Onfray. D'abord, parce qu'il y a le nom. Oui. Et ça, c'est très important. Alors, exactement. Moi, j'adore l'histoire de la papauté, j'adore l'histoire des conciles. Enfin, j'ai une grande partie de ma bibliothèque qui est consacrée à ça. Et il y a toute une histoire des papes
266, je crois, hein, il est le 266e, qui nous permettent de savoir qui était quoi et qui a fait quoi. Et pourquoi on se dit, pourquoi y a-t-il un Benoît 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Lui, il est 267e. C'est ça. Hein. Et pourquoi on choisit un nom plutôt qu'un autre? Alors, normalement, je ne sais pas si tous les cardinaux qui sont dans la chapelle Sixtine se disent, si je suis élu, je me paierai comme ça, ou s'ils improvisent au dernier moment. Mais enfin, ça suppose qu'on aille au-delà de au-delà de l'humilité. Oui, il faut préparer un petit peu. Hein. Il faut chercher un petit peu en se disant, si j'étais élu pape, je m'appellerais... Alors, Léon XIII, c'est particulier parce que quand on prend sa biographie, il y a le pape du début et le pape de la fin. Le pape du début est très libéral. C'est-à-dire qu'il permet, par exemple, et c'est un signe, qu'on puisse aller chercher dans les archives, il ouvre les archives du Vatican à tout le monde. C'est le dernier pape du 19e siècle, hein, oui, Léon XIII. C'est ça. Mais oui, ça ne veut pas dire grand-chose pour le coup. Il faut penser en termes de concile dans la papauté. C'est pas en termes de siècle, c'est plutôt il y a des conciles. De se situer dans le temps. Oui, vous avez raison. C'est avant Vatican II, après Vatican II, il se passe des choses. Donc on dira c'est un des derniers papes d'avant le concile de Vatican II. Et puis le dernier Léon XIII, pour le coup, lui, il renforce l'index. L'index, c'est le livre dans lequel on dit les noms des livres qu'il ne faut pas lire. Et à un moment donné où il y a eu tellement de livres à ne pas lire, c'est-à-dire on met à l'index, hein, on met le doigt dessus en disant celui-ci ne le lisez pas. Et au XXe siècle, on interdira Bergson, on interdira Sartre, on interdira Beauvoir. Alors Bergson, je ne comprends pas pourquoi. D'abord, c'est le grand philosophe du XXe siècle. Sartre et Beauvoir, on peut comprendre pourquoi. Mais il y a aussi Montaigne, mais il y a aussi Descartes, mais il y a aussi Malebranche, mais il y a aussi Spinoza. Enfin, dans l'index, il y a vraiment toute la philosophie occidentale, je dirais. Donc quel est le Léon XIII qu'il a choisi? Est-ce que c'est celui qui ouvre librement les archives ou est-ce que c'est celui qui renforce l'index? On ne sait pas, on ne sait pas. Toujours est-il qu'il y a chez Léon XIII, en plus de ça, une théologie thomiste. On n'a pas le temps, mais saint Thomas, c'est une théologie tout à fait particulière, qui n'est pas la théologie d'Augustin. Augustin, c'est un philosophe à l'articulation du 4e, 5e siècle de notre ère, et qui n'est pas, au départ, catholique. Sa mère l'est, son père est païen, lui est manichéen. Il y a une secte qui s'appelait la secte des manichéens, disciples de Mani, pour lesquels il y avait le bien, le mal. Donc on voit bien que ça a produit quand même des effets dans notre civilisation. Et puis il y a une conversion. Il voit à Milan les évangiles qui se tournent comme ça par le vent qui ouvre les pages, et d'un seul coup, une conversion. Et Saint-Augustin se met à pleurer. Il pleure beaucoup, Saint-Augustin. Et il raconte dans les Confessions comment finalement il a rencontré ce Dieu du catholicisme. Et puis c'est aussi Augustin, et quand il dit « je suis augustinien », c'est pas seulement « je fais partie de la congrégation des augustiniens », mais Augustin, c'est un homme d'une période particulière, c'est-à-dire c'est la fin de l'Empire romain, et c'est le début de ce qu'il ne sait pas encore voir venir, alors que c'est lui qui va rendre possible la chrétienté, Saint-Augustin, en fabriquant un livre, en écrivant un livre qui est une somme qui s'appelle « La cité de Dieu », qu'il oppose à la cité des hommes, et qu'il relie. C'est-à-dire, s'il y a une cité de Dieu, et que cette cité de Dieu, il y a un Dieu, il y a toute l'angélologie, enfin, c'est la science des anges, disons-le comme ça, une espèce de pyramide, et il dit, cette pyramide céleste, il faut qu'elle fonctionne aussi sur le terrain terrestre. Donc, il faut absolument que, puisqu'il y a un Dieu sur terre, il y a aussi un roi sur terre. Donc, il invente ce qu'on appellera le césaropapisme, c'est-à-dire César et le pape en même temps. Donc, la théocratie. C'est-à-dire que ce pape, il nous le dit discrètement. En nous disant « je suis augustinien », il a pris le temps de le dire. C'est pas Jean-Paul II qui arrive et qui dit « j'improvise un petit truc, bonsoir, comment ça va », etc. Non, Jean-Paul II, il a dit « n'ayez pas peur ». Pardon, pas Jean-Paul II, voilà, François. Lui, il a écrit un texte. Quand vous êtes élu, qu'il y a la fameuse fumée blanche, qu'il y a la fameuse salle où vous allez savoir si vous acceptez ou pas, etc. La chambre des larmes. Oui, je veux bien. Mais enfin, il a quand même trouvé le temps d'écrire son texte. Et d'écrire un texte de haute tenue. J'ai lu également le texte de son homélie. Haute tenue, également théologique. On écoutait un extrait d'ailleurs. À haute tenue théologique. Donc il y a quelque chose de Benoît XVI aussi dans cette affaire. C'est-à-dire qu'il dit en gros qui est Jésus. Qui est Jésus, qui est le Christ. Moi, je n'interviens pas personnellement sur la question qui est Jésus. Je me suis beaucoup répandu là-dessus. Mais en théologie, c'est important. C'est qui Jésus? Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est le Fils de Dieu, etc. Et il nous dit, il y a Dieu, il y a le Fils de Dieu, et puis il y a Marie. Il parle beaucoup de Marie. D'ailleurs, il y a eu un Ave Maria. Je vous salue Marie dans la foulée. Il n'a pas dit priez pour moi, je suis tellement modeste que j'ai besoin que vous m'aidiez, comme François. Mais il dit juste, on a une prière en commun, on va inscrire. Sinon, l'exercice de mon mandat, du moins ce qui nous réunit ici sur la place Saint-Clair, sous le signe de la Vierge Marie, Mère de Dieu. Et donc ça permet aux musulmans, d'ailleurs, qui n'ont pas complètement tort là-dessus, de dire que le christianisme est un polythéisme.
un Dieu, un Jésus, une mère, le Saint-Esprit, 3 personnes dans la même personne. Les musulmans disent non, il n'y a qu'un Dieu. Et on va pas faire de la théologie, mais il est beaucoup question de Jésus et de Marie aussi dans le Coran. Mais là, c'est vraiment une prise de position théologique extrêmement intéressante. Et peut-être dans cette histoire de la référence à Augustin, une espèce d'indication pour ceux qui comprendraient qu'il va reprendre en main l'Église catholique, apostolique et romaine. Michel Onfray, en tout cas, ce pape Léon XIV vous inspire. Je vois qu'il est un personnage d'ailleurs inspirant. On va écouter un petit extrait de son premier sermon en tant que pape, lors de la messe, devant les cardinaux, dans la chapelle Sixtine, le lendemain de son élection. Aujourd'hui encore, nombreux sont les contextes où la foi chrétienne est considérée comme absurde, réservée aux personnes faibles et peu intelligentes. Des contextes où on lui préfère d'autres certitudes, comme la technologie, l'argent, le succès, le pouvoir et le plaisir. Voilà pour ces paroles de Léon XIV. Pareil, là, on est exactement dans ce que vous disiez, un fort contenu théologique, Michel. Oui, encore une référence pour ceux qui les maîtriseraient ou qui les connaîtraient, c'est l'augustinisme, c'est-à-dire la pensée d'Augustin, elle va générer un augustinisme qui, au XVIIe siècle, va produire le jansénisme. C'est la question de la grâce. La question de Saint-Augustin, c'est ça. Vous pouvez dire, après tout, c'est Dieu qui décide. Je ne vais pas me forcer pour pouvoir croire en Dieu. C'est lui qui décide, qui donne sa grâce, ou qui l'accorde ou qui ne l'accorde pas. Alors après, on dira, oui, mais enfin, on peut forcer la grâce, ou etc. Et les jansénistes, Pascal en fait partie, quand il écrit d'ailleurs les Pensées, il dit, les esprits forts, les athées, l'esprit fort jusqu'à un certain point. Et c'est une espèce de citation qu'il nous fait, là, en disant, on prend les gens qui croient en Dieu pour des demeurés. Pour des faibles, c'est ce qu'il a dit. Oui, et Pascal dit, mais c'est pas du tout ça. Ça va jusqu'à un certain point, l'esprit fort des esprits forts, sauf qu'au-delà, il y a autre chose. Lui, probablement, s'il est dans cette perspective, l'ancien pape disait beaucoup aimer Pascal, d'ailleurs, Blaise Pascal, le philosophe. Mais tout ça est dit. Et moi, j'aime bien chez un pape qu'il y ait des références culturelles, intellectuelles, que ça s'adresse à tout le monde, mais qu'éventuellement, on puisse voir sous le... je ne vais pas dire sous le vernis, mais enfin derrière un peu les mots, qu'il y a des références théologiques, des références philosophiques. Il y a une formation de mathématicien, mais il y a une formation de théologien également. Je rappelle que les gens oublient un peu, c'est comme avec Obama, il dit le premier chef d'État noir. Non, il est métis. Il a la moitié blanche. Eh bien lui, il a aussi une moitié péruvienne. C'est-à-dire, il n'est pas seulement américain, il est américano-péruvien. Alors après, on a dit oui, mais enfin, c'est parce qu'il est devenu évêque au Pérou. Ben, on n'est pas obligé de forcément... Et il est d'ascendance française aussi, et européenne. Oui, son père. On le dit aussi. Alors bientôt, on va trouver... Mais il est partout, il coche toutes les cases, en fait. C'est ça oui, parce que c'est un Européen enracinés, mais c'est aussi avec ces Européens enracinés qu'on a fabriqué les déracinés qui ont été les Américains. Et puis, c'est une façon aussi de dire, moi je le dis depuis très longtemps, l'Europe est fatiguée, disons-le comme ça, et le sens de l'histoire va un peu du côté des États-Unis, et ça valide. On est sur CNews et sur Europe 1, Michel Onfray. Justement, parlons du fait que c'est un Américain, parce qu'on l'a présenté sur le plan spirituel et théologique. Il a 69 ans, c'est un Américain, né à Chicago quand même. On va écouter la réaction assez rapide de Donald Trump à cette élection d'un Américain, parce qu'il faut dire que les relations entre les deux ne sont pas forcément évidentes. Écoutez d'abord Donald Trump. Quel plus grand honneur pourrait-il y avoir? Nous avons été un peu surpris, mais très heureux. C'est un très grand honneur. Un grand honneur, évidemment, d'avoir un pape américain. En même temps, ce pape Léon XIV était très actif sur les réseaux sociaux avant d'être élu pape. Et il n'avait jamais hésité à tenser, notamment J.D. Vance, le vice-président américain. Il lui a dit « Jésus ne nous demande pas de hiérarchiser notre amour pour les autres ». Il faisait une référence à la politique anti-immigration du gouvernement de Trump. Ça ne va pas être si simple que cela, selon vous, les relations entre le nouveau pape et les États-Unis d'Amérique ? Le problème avec Trump, c'est que c'est quand même un égo surdimensionné. C'est un personnage limite, à tous les sens du terme. Il y a une photo qui a circulé sur Internet, elle a été faite par intelligence artificielle. Enfin, je sais pas s'il y a beaucoup d'intelligence là-dedans, mais il y a beaucoup d'artifices, où il est déguisé en pape. Oui, alors il dit que ce n'est pas lui, hein, non. Ça ne vient pas de chez lui. Non,
Bon, enfin bon, j'avais cru comprendre qu'il avait retweeté, comme on dit, l'image et qu'il l'avait trouvé plutôt sympathique. Si c'est pas lui qui l'a fait, il l'a laissé faire. Ou il n'a pas dit non plus que c'était inadmissible. Puis ça va bien dans son esprit. D'ailleurs, à un moment donné, il a dit qu'il aurait bien aimé être pape ou quelque chose comme ça. Donc on a deux antipodes. Moi, j'aime beaucoup ce qui se dit en dehors des mots. Quand vous voyez ce pape arriver, quand vous voyez les vêtements qu'il a choisis, vous dites qu'il y a plein de signes à décoder la communication non verbale, comme on dit parfois. Eh bien, il y a aussi dans la façon de parler de cet homme une espèce de délicatesse. Il n'a pas fait état de son CV, mais enfin, on voit toute l'intelligence. L'homélie, je vous le redis, est quand même très intelligente, très haut de gamme d'un point de vue théologique. C'est le contraire de Trump, qui lui avance toujours en disant « je suis le plus grand, je suis le plus faux, je suis le... » Voilà. Là, il y a une vraie humilité. Il n'y a pas pire humilité que celle de gens qui nous disent qu'ils sont des gens modestes, par exemple. Non, si on revendique son humilité et sa modestie, c'est qu'on pratique de la vanité et de l'orgueil. Donc, Trump est un vaniteux. Trump est un orgueilleux. S'ils se rencontrent, ces deux, là, c'est-à-dire ce pape et ce président des États-Unis, on verra ce qu'ils se diront. Je pense qu'il y en a un qui est intellectuellement plus fort que l'autre. Je ne dis pas lequel, mais... Et on verra ce que donne évidemment ce nouveau pape, conférence de presse dès la semaine prochaine. Il va instaurer évidemment un mode de communication moderne. Il y avait les caméras qui étaient présentes à de nombreuses reprises, sauf pendant la délibération du conclave évidemment. On voit qu'il embrasse les nouvelles technologies pour pouvoir atteindre le plus de chrétiens et catholiques le possible. Bien sûr. Non, mais il y avait un gouvernement autocratique chez le pape François. C'est-à-dire il avait l'impression que dans un avion, quand on lui tendait un micro, il parlait, que c'était, disons, parole d'évangile, si je puis me permettre l'expression. Et donc, je pense que ce nouveau pape, qui lui arrive avec un texte, c'est très intéressant, un homme qui est un homme du texte encore, du texte et du livre. On a presque le même âge, je suis un peu plus jeune que lui, mais voilà, un homme qui pense que quand on est pape et qu'on parle à la planète entière, il faut peser ses mots, chacun de ses mots, et qui n'estime pas être assez malin, intelligent pour dire j'improvise, et puis ce sont des paroles qui rentreront dans l'histoire. Donc il écrit ce genre de choses, et je trouve que c'est pas mal d'avoir un pape pas si vieux que ça, par rapport à l'âge des papes, parce qu'il y a quand même une grosse gérontocratie depuis très longtemps, et le pape Benoît XVI a eu la sagesse de se retirer assez tôt, pour une multitude de raisons. Mais là, on sait déjà beaucoup de choses alors qu'il a très peu parlé. Donc oui, il maîtrise la communication, mais il ne se fera pas... Je ne vais pas faire de projet, mais on a l'impression que cet homme de l'écrit ne se fera pas avoir par les communications modernes du genre je tweete, je dis 2 ou 3 choses parce qu'on pose une question dans un avion, puis après obligé de rétropédaler sur est-ce qu'on bénit les homosexuels, les couples homosexuels, est-ce qu'on bénit leur amour, en disant on l'a dit sans le dire, tout en le disant, etc. Je ne pense pas que ce soit un homme qui procède ainsi. Je pense qu'il maîtrise les moyens de communication plus que les moyens de communication ne le maîtriseront. Alors Michel Onfray, on est sur CNews et sur Europe 1. L'élection du souverain pontife est tombée en pleine célébration du 8 mai 45, les 80 ans de la victoire des Alliés contre l'Allemagne nazie. Il y avait évidemment des commémorations à Paris autour d'Emmanuel Macron. On va écouter dans un instant le général de Gaulle, mais il y avait aussi le lendemain, sur la place Rouge, à Moscou, une véritable démonstration de force par Vladimir Poutine, avec toutes ses troupes en armes, un défilé aérien. C'était vraiment le Poutine de la guerre qui montrait ses muscles. On va écouter ce qu'il a dit avec une vingtaine de chefs d'État présents à ses côtés, notamment le président chinois. Écoutons Vladimir Poutine. Cette victoire a été le barrage au nazisme, à l'antisémitisme et à la russophobie. Et nous allons vous défendre contre ceux qui portent ces idées. Notre pays, notre société, notre peuple soutiennent les participants à l'opération militaire spéciale. Nous sommes fiers de leur détermination et abnégation. Ce qui nous a toujours apporté nos victoires, et seulement la victoire. Voilà, pour ces références que fait Vladimir Poutine. Oui, alors je vous vois soupirer. Michel, je le dis pour nos auditeurs, c'est le télescopage de ces images. D'un côté, le pape, l'appel, le message d'amour, et de l'autre côté, la guerre, les hommes en armes. Non, c'est surtout la récupération politique qui me fatigue. C'est-à-dire que la moitié de ce que dit Poutine est vrai et juste, il faut le dire. C'est-à-dire s'il n'y avait pas eu le sacrifice des soldats de l'armée rouge, il n'y aurait jamais eu de libération en Europe et Adolf Hitler aurait pu continuer son travail. Même s'ils avaient mal commencé avec le pacte germano-soviétique et que Staline et Ribbentrop ont signé un pacte qui a permis à Staline de collaborer avec Hitler, ce qui a permis à Hitler d'envahir la France, ceci dit en passant. Simplement, quand il y a l'opération Barbarossa et que Hitler rentre en Russie
Russie soviétique. À partir de ce moment-là, les communistes deviennent résistants en France, c'est-à-dire il n'y en a pas beaucoup avant cette date-là. Et pour le coup, il y a eu un immense sacrifice de l'armée rouge, et je trouve... Et du peuple russe, plus de 20 millions de morts, oui, quand je dis à la fois militaires et civils. Hein. C'était les civils qu'on embarquait dans cette aventure. Et je trouve obscène qu'on ne soit pas capable d'aller au-delà de la politique politicienne immédiate, y compris lui. Quand il s'en vient nous dire qu'en gros l'Ukraine, c'est quoi? C'est des antisémites. Mais je rappelle que Zelensky est juif. Donc il y a eu des juifs antisémites, mais enfin, il ne faut pas exagérer. Il n'y a pas d'antisémitisme chez Zelensky. On peut lui reprocher tout ce qu'on voudra, mais sûrement pas ça. Et puis de dire qu'eux seraient encore dans le combat antifasciste et anti-nazi en faisant ce qu'ils font, c'est-à-dire envahir un pays. Ça pouvait se régler autrement, ce problème, qu'en allant bombarder des populations civiles. Et on le voit aujourd'hui tout le temps. C'est honteux de voir des bombes qui écrasent des bâtiments en disant « Ah, mais ils faisaient des réunions politiques et puis on tue des civils ». Ça, c'est inacceptable. Donc on pouvait faire de l'histoire autrement. Simplement, on n'a pas fait, nous, l'histoire qu'il aurait fallu que nous fassions. C'est-à-dire que quand Poutine a souhaité entrer dans l'Europe, il l'a fait. Hein, il y a une vingtaine d'années, il voulait qu'il y ait une alliance. Les Mitterrand et autres qui étaient à l'époque au pouvoir ont dit qu'ils ne voulaient pas. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne Xi Jinping et lui sur la place rouge. C'est-à-dire c'est changement d'alliance. C'est-à-dire si les empires nous font face. Pardon, les deux empires chinois et russes nous font face. Bien sûr. Ce que nous déplorons aujourd'hui, nous l'avons fabriqué. Enfin, quand je dis nous, c'est la France et ceux qui étaient encore là et qui ont béni Mitterrand de laisser faire ces choses-là. Mais quand la proposition a été faite par Poutine à l'époque de dire bon, allez là, l'Europe intégrez-moi, je joue la carte occidentaliste, et qu'on lui a dit trop petit mon ami, lui il a dit je joue la carte slavophile, c'est-à-dire je vais voir de l'autre côté et je vais me tourner du côté de la Chine. Ça y est, c'est fait. L'union elle est là, elle est visible. Nous avons fabriqué cette union que nous déplorons aujourd'hui. Nous n'avons pas été à la hauteur. Si nous avions été gaullistes et gauliens, nous aurions fait cette Europe de l'Atlantique jusqu'à l'Oural. Et l'aurions-nous faite, cette Europe, qu'elle ne serait pas dans l'état dans lequel elle se trouve aujourd'hui, et assez probablement l'Ukraine se serait trouvée intégrée à cette Europe gaulienne qui aurait été une Europe des nations. Alors justement, on évoque le général de Gaulle, 8 mai, et évidemment, on a envie de réécouter un tout petit extrait du discours qu'il a prononcé ce jour-là. Écoutez les paroles du général de Gaulle. La guerre est gagnée. Voici la victoire. C'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France. L'ennemi allemand vient de capituler devant les armées alliées de l'Ouest et de l'Est. Honneur pour toujours à nos armées et à leurs chefs. Honneur à notre peuple, que des épreuves terribles n'ont pu réduire ni fléchir. Honneur aux Nations Unies qui ont mêlé leur sang à notre sang, leurs peines à nos peines, leur espérance à notre espérance, et qui aujourd'hui triomphe avec nous. Ah, vive la France! Voilà, merveilleux. Rien que pour vous, Michel Onfray. Il nous manquait. Ce message du général de Gaulle. D'abord, c'est bien qu'on puisse l'entendre parce que, vous savez, on fait toujours dire aux gens ce qu'on veut quand on prend 3 mots et qu'on se met à les commenter en leur faisant dire le contraire de ce qu'ils disent. On pourrait faire ça sur « Je vous ai compris », l'Algérie française. Et très souvent, on entend le Paris libéré, par ses propres moyens, etc. On dit « Ah, de Gaulle, quand même, cette façon de tout ramener à lui-même, à la France, et en oubliant que, etc. » Là, il dit très bien que c'est grâce à une résistance qui a été fabriquée par des armées de l'Est et de l'Ouest, c'est-à-dire des États-Unis et de la Russie soviétique. Donc lui, il a bien compris, il le sait bien. D'ailleurs, quand il ne voulait pas tous les falbalas du 6 juin, c'est qu'il savait très bien que le 6 juin 1944, dans ma belle Normandie, ce qu'on célèbre, c'est un débarquement militaire américain, mais que le débarquement militaire américain, il arrive bien après Stalingrad. Je rappelle que Stalingrad... Américain, canadien et anglais aussi. Et les Alliés, bien sûr, vous avez raison de le signaler, les Canadiens, les Australiens, les Anglais, etc. Ils sont venus à Chambois, mon petit village natal. La guerre de Normandie s'est terminée ici, à Falaise, la poche de Falaise-Chambois. Et le général de Gaulle savait bien que effectivement, la libération ne s'était pas faite que par la France, et que par la France elle-même. Et très tôt et très vite, d'ailleurs, il le dit, dès l'appel du 18 juin, que les gens lisent peu ou pas. Ils ont juste 2 ou 3 mots comme ça, et puis voilà. Mais quand vous lisez le texte intégralement, il dit « Nous avons perdu parce que mécaniquement, nous étions inférieurs. Quand mécaniquement, nous serons supérieurs, nous gagnerons. C'est une guerre des moteurs. C'est une guerre de civilisation, dit le général de Gaulle. Et évidemment, les moteurs, si c'est la France qui les construit, ça ne suffira pas. Il faudra que les États-Unis s'y mettent avec leurs forces de frappe industrielles et que l'Union soviétique, les Soviétiques s'y mettent avec leurs forces de frappe industrielles et la militarisation des usines, avec des ouvriers qui étaient traités comme des soldats, ou moins qui fonctionnaient comme des soldats. Et quand on a dit, voilà, on met tout ça bout à bout, alors là, effectivement, on peut penser à la libération pas seulement de la France, mais de l'Europe, de l'hydre nazi.
Cette façon de voir Hitler partout me fatigue et de le voir encore là où il n'est pas. Cette incapacité dans laquelle nous nous trouvons à inviter, non pas forcément Poutine, mais on peut faire quelque chose qui nous permettrait de dire, par exemple, le 6 juin 1944, on n'invitera pas Poutine personnellement, parce que cette guerre est décidée par lui, mais peut-être des descendants de gens qui auraient pu être des combattants et des délégations ou des gens qui, en Union soviétique, en Russie aujourd'hui, travaillent à la mémoire de ce qu'ont été ces anciens combattants ou ces gamins qui ont donné leur vie et qui donnaient leur vie, qui donnaient leur vie, qui donnaient leur vie. Ça n'arrêtait pas, par millions. Cette façon de confisquer l'histoire, c'est d'abord la fin de l'histoire, et c'est toujours dommageable, mais est assez insupportable, quel que soit celui qui s'occupe de cette récupération. Michel Onfray, on fait une petite pause. On se retrouve dans un instant dans Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. On a encore énormément de thèmes à aborder. Est-ce que vous voulez qu'on parle de Jean-Luc Mélenchon dans un instant? Nous le pouvons. Alors, c'est ce que nous ferons. À tout de suite. On se retrouve pour la seconde partie de Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Michel, on va parler de la politique française avec la publication d'un livre qui met la France insoumise en émoi. Il s'appelle La Meute, avec des dizaines de témoignages, dont plus de 80 personnes à visage découvert, qui expliquent le fonctionnement clanique, brutal et cynique de Jean-Luc Mélenchon et de ses sbires. Écoutons l'un des auteurs, Olivier Perroux, raconter ce qu'il y a dans le livre. Tous ces gens, en fait, tous ces témoignages sont assez concordants et nous racontent finalement une forme, ça ce sont leurs mots, une forme d'emprise. Au-delà de cette emprise sectaire, il y avait aussi la dimension de la violence dans les propos, dans les échanges, et notamment chez Jean-Luc Mélenchon, qui a des accès de violence, notamment le soir, dans des messages qu'il peut envoyer à des personnes qui ont critiqué une décision, un choix politique, et donc à cette dimension d'emprise sectaire s'ajoutait la dimension de la violence. Et une meute, c'est quoi? Au final, une meute, c'est un groupe soudé, ça Jean-Luc Mélenchon y tient, c'est-à-dire que tout ce qui vient de l'extérieur est vu comme une menace, ceux qui trahissent la meute ou ceux qui critiquent la meute sont vus comme des adversaires, comme des ennemis de l'intérieur. Et évidemment, une meute, c'est un mâle alpha, et le mâle alpha, c'est Jean-Luc Mélenchon. Voilà pour ce témoignage d'un journaliste qui a enquêté pendant des mois sur la France Insoumise. On va juste écouter Manuel Bompard de la France Insoumise, qui évidemment dément ces informations. Puis on se tournera vers vous, Michel, pour avoir votre avis. On écoute Manuel Bompard. J'ai pu le lire. Bon, c'est un collage de ragots, de fausses informations. Bon, que je prends avec un peu de légèreté, parce que nous sommes députés, représentants politiques, on n'est pas critiques de fiction, vous voyez. Donc si vous voulez des avis sur ce qui s'apparente en fait vraiment à une fiction, puisque j'ai détecté à peu près à toutes les pages des informations qui sont des informations inexactes. Voilà pour la réponse de la France Insoumise. Ce livre démontre de l'intérieur le fonctionnement assez brutal de ce qui n'est pas un parti politique d'ailleurs, la France Insoumise. Oui, mais moi je le dis depuis des années. Je dis quelqu'un qui a fait de Robespierre son héros ne peut pas être autre chose que ce qu'il est, c'est tout. Il faut connaître un peu la Révolution française. Et moi, j'ai eu l'occasion de le rencontrer une fois. Parce que j'ai malheureusement, à la fin d'une émission de Ruquier, une émission qui était terminée, répondu à la question « Oui, Mélenchon, ça m'intéresse peut-être un jour, il faut voir ». Il n'avait jamais été candidat. Et on a toujours dit que j'avais soutenu Mélenchon, puis qu'après, je l'avais quitté, etc. Ça n'est jamais allé au-delà. On ne trouvera jamais une ligne de moi qui fasse l'éloge de Jean-Luc Mélenchon. Mais toujours des lignes disant que quelqu'un qui nous dit que Robespierre est son héros, c'est problématique. L'homme de la loi sur les suspects, c'est-à-dire vous avez une tronche qui revient pas au commissaire politique, et vous pouvez même être vous-même révolutionnaire. Simplement, si vous ne mettez pas assez de zèle dans la révolution, vous êtes coupable. Les tribunaux révolutionnaires dans lesquels vous n'avez pas droit à la défense, c'est quand même ça. La terreur, c'est-à-dire la possibilité de vous faire dénoncer par machin bidule un tel simplement parce qu'il aura eu du ressentiment pour vous. Comme dans les années 40 en France, il suffisait parfois de faire des lettres de dénonciation parce que vous aviez des histoires de couchage, d'adultère, etc., où vous envoyiez dans les chambres à gaz ou dans les camps de concentration des gens qui vous déplaisaient. C'est ça 1793, c'est ça Robespierre. Et quand on en fait son héros, vous pouvez choisir tout ce que vous voulez. Il y a un panel très important dans l'histoire de la Révolution française qui vous permet de dire « Ah, mon héros, c'est je sais pas quoi, c'est Marat, c'est Danton, c'est Mirabeau, c'est Lafayette, moi c'est Charlotte Corday ». Et vous dites qui vous êtes quand vous annoncez vos préférences. De sorte qu'on a vu aussi avec les médias, c'est la République c'est moi, enfin cette espèce de façon excessive de répondre. Alors, je veux bien un collage de ragots, etc. On a dû se réunir dans la secte pour dire ce qu'il fallait dire et quels étaient les éléments de langage. Simplement, il y a des choses qui parlent toutes seules. Il y a eu de l'argent, on a retrouvé des trucs. On ne parle pas de celle qui est la compagne de Mélenchon dans cette aventure. On le dit sans le dire, tout en le disant, il ne faut pas le dire. C'est décrit dans le livre, en tout cas. Oui, c'est Mme Chikirou. Mais c'est pareil, il ne faut pas dire ce genre de
de choses. Donc il y a une espèce d'aigle bicéphale, d'aigle à deux têtes, de manière extrêmement autoritaire, il décide, il choisit, etc. Mais moi, ce qui m'insupporte aussi, peut-être un peu plus, c'est pas que Mélenchon, il avance à découvert. Hein, c'est-à-dire, il est qui il est, il dit qui il est. Moi, j'en voudrais moins à Mélenchon qu'à ceux qui rendent possible ce genre de livre. C'est-à-dire tous ces gens, les commissaires politiques qui coupent des têtes, mais qu'on vire un jour et qui d'un seul coup retrouvent leur vertu. Et la parole. Les Garrido, les Corbière, Madame Autain, enfin tous ces gens qui d'un seul coup, c'est trop viriloïde maintenant. Mais c'est drôle, avant, quand elle y était, et qu'elle ne s'était pas faite virer, c'était pas assez viriloïde, elle y restait tout de même. On peut toujours quitter ce genre de parti. Alors Mélenchon, il est Mélenchon, on l'aime ou on l'aime pas, il annonce ses idées, il dit quelles elles sont, on peut les combattre à la loyale, je dirais. Mais cette façon de potiner, parce qu'on a été mis à la porte et de dire on va pouvoir donner des informations qui probablement sont des informations vraies, il a probablement raison, il y a du ragot aussi là-dedans, il m'a dit, mais oui, si j'ai gardé les trucs, si, regarde ce qu'il m'a dit. Les SMS, les messages... D'abord, voilà, c'est un autoritaire, il est atrabilaire, il est mégalo, il est colérique, on sait qui il est, on sait qu'il a changé d'avis 10 fois, qu'il a été 20 ans sénateur socialiste, qu'il a défendu le traité de Maastricht et qu'il votait oui à Maastricht et qu'il a insulté les Danois qui avaient voté non, on sait qui il est. Quand je disais méfiez-vous de quelqu'un qui fait l'éloge de Robespierre, j'avais le patron de Libération, Laurent Geoffrin, qui faisait un éditorial entièrement consacré à me démonter en disant où sont les victimes de M. Mélenchon. Je veux bien donner des noms, si vous voulez. Aujourd'hui, ce sont des victimes de l'islamo-gauchisme, des gens qui se sont fait couper la tête, des gens qui se font aujourd'hui tabasser, violer, assassiner, coups de couteau, coups de tournevis, etc. Oui, il y a aujourd'hui, dans une logique un peu de guerre civile, quelque chose qui ressemble à ce que Robespierre a laissé faire quand il instrumentalisait les sans-culottes pour instaurer un pouvoir dictatorial. C'est ce qu'il voulait. Et puis, il s'est pris la balle que l'on sait dans la mâchoire, et il y a eu Thermidor, et quand Thermidor est arrivé, c'était la fin de Mélenchon, c'était la fin de Robespierre. Et puis, après, il y a eu effectivement le Directoire, et la Révolution française s'est arrêtée, puis elle a été franchement arrêtée et bouclée totalement par Napoléon, ce qui ne saurait... j'ose espérer que nous ne connaîtrons pas la même chose. Un Mélenchon qui arrive au pouvoir, et puis le sang qui coulerait, et puis l'équivalent d'un Napoléon qui arriverait, ce ne serait pas bon pour la France. En tout cas, voilà pour ce livre, La Meute, qui décrit le fonctionnement de l'intérieur de la France insoumise. Autre sujet, Michel, sur lequel j'aurais aimé avoir votre avis, cette France orange mécanique que nous vivons désormais au quotidien. Il y a eu plus d'une 50aine d'interpellations après des heures, après un match entre le PSG et Arsenal, la victoire du club parisien. 3 blessés aussi après qu'une voiture ait foncé dans la foule. Le véhicule a été incendié, d'autres aussi tout près des Champs-Élysées. On va écouter un riverain, parce que ils disent leur ras-le-bol, que systématiquement, à chaque événement sportif, il y a ces scènes de saccage. Écoutez. Ils ont commencé à brûler les voitures, à brûler des scooters. Et la vérité, on a ras-le-bol. Et c'est à chaque fois, c'est pareil, c'est la même comédie. Il y a même des gens qui ont eu peur, qui pleuraient, qui couraient dans toutes les rues. Des mères de famille avec des enfants. Ça fait vraiment peur. On ne sait même pas ce qu'on va devenir. C'est incroyable. Mais bien sûr, ça me met en colère parce que c'est tout le temps. À chaque fois qu'il y a un match ou n'importe quoi, c'est toujours pareil. On en a marre. Et je ne sais pas ce qu'ils font. Au lieu d'arrêter ce massacre, ils font rien du tout. Je comprends pas. Voilà pour les riverains. C'est une scène qui s'est produite à Paris, mais qui pourrait se produire absolument partout, Michel Onfray. Qu'est-ce que ça dit pour vous de notre société ? Toujours la même chose. C'est-à-dire que quand on y met les moyens, on peut faire respecter l'ordre. Je rappelle qu'aux Jeux Olympiques, il ne s'est rien passé. Il y avait quand même beaucoup plus de monde. Pas le même public non plus. Pardon ? Un public international aussi pour les JO et des policiers à peu près tous les mètres carrés. Oui, c'est plutôt ça qui change. Oui. C'est-à-dire que c'est pas parce que les gens qui aimeraient le je sais pas quoi, le volleyball, seraient des gens beaucoup plus gentils et moins décérébrés que les footballeurs, les amateurs de football. Ce sont des sportifs et moi je les juge pas. Je suis pas sportif. Je fais pas une sociologie à la Bourdieu en disant les footballeurs, les supporters, c'est des crétins. Les handballeurs, les basketteurs. Mais au tennis, il se passe jamais ça ou ce genre de choses. C'est sûr. Tout ça est assez vrai, mais simplement c'est un problème de philosophie générale. Et je ne pense pas que Bruno Retailleau en manque. Il manque simplement des moyens de pouvoir imposer sa politique. Il y a au-dessus de lui un certain Bayrou, il y a au-dessus de lui un certain Macron. Et au-dessus de Macron, il y a de toute façon une Europe qui lui dit c'est comme ça que ça se gouverne désormais la France. Donc on ne peut pas se donner les moyens d'une politique d'autorité, ce qui n'est pas une politique autoritaire. Je rappelle que l'autorité et la sûreté, ça fait partie des droits de l'homme. La possibilité de sortir de chez soi sans se faire violer quand on est une jeune fille, et même pas quand on est une jeune fille, puisque vous avez des nonagénaires qui se font violer, arracher leur sac dans la rue, etc. La sûreté
n'est pas une affaire de droite ou de gauche, ça fait partie des droits de l'homme. Et donc, quand on réclame aujourd'hui la sûreté, la sécurité, on ne réclame pas une société fasciste ou autoritaire. On demande juste que des gens n'aient pas la possibilité de violer, de taper, de massacrer, d'incendier, etc. etc. Et aujourd'hui, vous avez toujours... les gens, on a parlé de Mélenchon, mais des gens qui viennent vous faire savoir que la police tue. Donc il faut faire attention à tous ces gens-là qui descendent dans la rue en disant « Oh là là, il faut absolument ménager tous ces gens-là ». Mais s'il y avait une vraie politique, comme il y a eu au moment des Jeux Olympiques, vous avez vu, ça marche, c'est pas compliqué. Et vous interpellez les gens qui auraient outrepassé le cordon sanitaire policier, et puis pour le coup, vous remettez en place une justice, et puis vous avez aussi la possibilité, si vous remettez en place une justice pénale, eh bien de faire de telle sorte que ces gens-là soient incarcérés 15 jours, 3 semaines, 8 jours, enfin j'en sais rien. Puis il y a une vraie politique pénale, qui est une vraie chaîne d'État, que l'État existe véritablement. Là, quand vous savez qu'il ne va rien se passer, après tout, qu'est-ce qui va se passer si on chope machin bidule un tel? Il va aller au tribunal, il va dire que c'est pas lui, il va dire que la preuve n'est pas faite, que finalement il avait fumé un peu de pétard, un pétard ou deux, qu'il avait bu un peu, qu'il a été énervé par quelqu'un qui lui avait tenu des propos racistes sur son compte, etc. Enfin, toutes choses qui font qu'un petit coup de syndicat de magistrature là-dessus, puis un petit coup de gauchisme culturel là-dessus, et puis finalement il ne se sera rien passé, la fois suivante il recommence. J'imagine que pour les prochains matchs, il y aura une sécurité renforcée dans tout Paris, évidemment. Et ça sera, je ne sais pas, il y a plein de gens qui ont intérêt au désordre aussi, vous savez. Il y a plein de gens qui ont intérêt au désordre. Il ne faut pas être irénique, c'est-à-dire voir la paix un peu partout. Il y a aussi des gens qui ont intérêt à ce désordre-là. À laisser s'installer la violence? Oui, bien sûr. Ben oui. C'est une occasion de faire de la politique politicienne, pour les uns et pour les autres. Certains ont intérêt quand ils tiennent un discours autoritaire, et puis d'autres ont intérêt aussi quand ils tiennent un discours qu'on appelle prétendument progressiste. Je pense que Mme Tondelier, il faut faire attention à Mme Tondelier, M. Mélenchon, il faut faire attention à ceux qui, au Parti socialiste, veulent s'associer ou pas s'associer à ceux-là parce qu'il y a un congrès en tête. Il faut faire de la politique politicienne aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ne s'occupe plus de la France, on s'occupe des boutiques de politique politicienne. S'occuperait-on vraiment de la France qu'une politique de sécurité, qui ne serait pas une politique sécuritaire, encore moins une politique d'autorité, qui ne serait pas une politique autoritaire, serait possible? Il y aurait de toute façon l'assentiment des Français. On le sait que les Français veulent ça. Simplement, il faut des hommes ou des femmes qui soient décidés à ça, et puis il faut qu'il y ait une vraie volonté de révolutionner les syndicats, la magistrature, la politique pénale, et puis qu'il y ait aussi des philosophes qui pensent la prison autrement que comme on le fait depuis Foucault, en disant « là là, c'est pas bien la prison ». Oui, c'est pas bien. Comme elle fonctionne, c'est pas bien. Ça me paraît évident. De mettre tout le monde dans un même sac, des gens qui ont grillé 53 feux rouges, et puis des gens qui violent des grands-mères, dans une même prison, ça marche pas. Mais il faudrait éviter le manichéisme qui consiste à dire libérer les prisons, c'est la société qui est problématique, ou de dire plus de prisons et qu'elles fonctionnent encore dans cet esprit-là. Non, d'autres prisons, des prisons pour des peines courtes, des prisons pour des peines avec des gens qui de toute façon s'en sortiront pas, ou des prisons pour les délinquants sexuels, ou etc., etc. Enfin, tout ça se pense. Aujourd'hui, on pense à gagner le Congrès, on pense à être le candidat unique de la droite, on pense à être le candidat de l'Union à gauche, mais la France... On est sur CNews et sur Europe 1 avec Michel Onfray. Autre sujet dans l'actualité sur lequel j'aimerais vraiment vous entendre, c'est cette polémique après la réception à l'Élysée mercredi du président syrien par intérim, Al-Shara, un ancien leader de l'organisation terroriste Al-Nosra de l'État islamique. Il s'appelait à l'époque Al-Joulani. Il a été reçu chaleureusement par le président Macron pour un leader qui est en quête de respectabilité internationale, ce que la France lui offre sur un plateau. On va écouter le président syrien par intérim, M. Al-Shara, se féliciter de cette réception par Paris. C'était dans la salle des fêtes de l'Élysée. Je voudrais tout d'abord remercier infiniment le président et le peuple français d'avoir accueilli les réfugiés syriens pendant toutes ces années de guerre. Et je voudrais remercier la France pour l'accueil chaleureux et généreux qui leur a été réservé. Mesdames et messieurs, je voudrais remercier le président Macron pour cette invitation généreuse et pour cet accueil. Il ne s'agit pas uniquement d'une visite diplomatique, mais il s'agit là d'une reconnaissance des capacités du peuple syrien, son droit à l'autodétermination et sa capacité à reconstruire ce qui a été détruit pendant une décennie. Alors, moi, j'aimerais votre avis, Michel Onfray. Est-ce qu'il faut accueillir cet homme, qui est un ancien terroriste, qui a sans doute du sang sur les mains, au nom de la Syrie, de la reconstruction de la Syrie, ou est-ce que c'est absolument insupportable? Qu'aurait fait le général de Gaulle? Il l'aurait accueilli, évidemment. Il y a des photos du général de Gaulle en présence de Staline. Il y a des photos de Nixon en présence de Mao Tse-tung.
Il y a des photos de Kim en présence avec Donald Trump. Il faut parler aux gens. Le problème, c'est pas de les recevoir. Vous avez dit, il a été reçu chaleureusement. Le problème, c'est chaleureusement. C'est pas reçu, il faut le recevoir, évidemment. Si vous prenez la liste de la totalité des pays en disant, allez, on prend les pays démocratiques et on ne reçoit que les gens des pays démocratiques. Alors, vous allez recevoir des monégasques, des gens du Liechtenstein et du Benelux. Il n'y aura aucun problème. Et là, vous aurez des gens fort sympathiques. Vous allez pouvoir recevoir Charles III. Et puis tout ça sera formidable. Et hélas, vous avez des gens qui sont des tortionnaires, des terroristes, parfois certains qui sont d'anciens terroristes et qui sont arrivés au pouvoir en ayant semé la terreur. Je rappelle que maintenant, ils n'ont plus trop l'âge, mais en Algérie, ça a été longtemps le cas. Les gens qui étaient les patrons de l'Algérie, c'était des gens qui avaient été les patrons du FLN qui, à l'époque, massacraient pas mal de musulmans, pas mal de gens de la LN, c'est-à-dire d'un autre mouvement indépendantiste qui, lui, n'était pas aussi radical qu'eux, et on les a reçus. Et c'est tant mieux, il faut recevoir les chefs d'État. Simplement, il y a quelque chose que moi, je n'ai pas aimé, c'est une image, on voit Emmanuel Macron en haut des marches de l'Élysée, et puis le président syrien qui arrive en bas, évidemment, et il descend les marches. On ne fait pas ça. C'est-à-dire qu'on sait très bien aujourd'hui, d'un point de vue diplomatique, que vous laissez monter la personne que vous accueillez, et puis vous la saluez, et puis voilà, après vous allez discuter sérieusement, et vous évitez les caméras, faites le contraire de Trump, et vous êtes sérieux sur un certain nombre de projets, qui sont les projets de la France. Qu'est-ce qu'on fait avec eux? Est-ce qu'on a la possibilité de faire quelque chose? Est-ce qu'on va laisser s'installer la Turquie là-bas? Est-ce qu'on va laisser l'Iran s'installer là-bas? Est-ce qu'on n'a pas plus intérêt à laisser la Turquie que l'Iran? Enfin, il faut faire de la politique, mais on ne fait pas ça. C'est-à-dire, on ne descend pas en disant, là, j'en fais vraiment beaucoup trop. Enfin, j'en fais vraiment beaucoup. Non, il en fait beaucoup trop quand il fait ce genre de choses. Mais ça vous choque pas, Michel Onfray, qu'on reçoive un ancien terroriste pour lui demander de nous protéger du terrorisme, en réalité, parce qu'il y a de nombreux djihadistes français qui sont détenus en Syrie, d'ailleurs qui sont gardés par les valeureux combattants kurdes. Et bien justement, ça se négocie dans des réunions en tête-à-tête avec des gens comme ça. Le problème, c'est pas de savoir s'ils mangent un couscous, s'ils boivent du coca ensemble, c'est juste de se dire quel type de dossier ont-ils traité. Et là, quand vous avez affaire à un personnage comme ça, eh bien, vous avez intérêt à avoir travaillé le dossier et à pouvoir dire, pour la France, pour l'intérêt de la France, il faut que nous obtenions ceci, etc. Et je ne sais pas, il y a 10 points. Et puis que vous en obteniez 7, 8, 9, 10, si c'est parfait. Si vous ne le rencontrez pas, de toute façon, il n'y aura aucune négociation. Et puis, vous avez intérêt à être bon. Je ne sais pas comment il est, toujours Emmanuel Macron, dans ce genre de négociation. Toujours est-il que dans sa façon de se justifier, il a été bon. Ce qu'il a dit est juste. Un chef d'État reçoit les chefs d'État et il ne s'en va pas voir s'ils sont gentils, sympathiques, s'ils frappent leurs femmes, s'ils sont des gentils grands-pères ou je ne sais pas quoi. Non, on a affaire à c'est des crocodiles, c'est des alligators, c'est des serpents, les gens qui sont des chefs d'État la plupart du temps, y compris en démocratie. Vous n'arrivez pas à la tête d'un État sans avoir tué père et mère. Alors, on va juste écouter Emmanuel Macron lors de cette réception du président syrien. La chute de Bachar el-Assad a été un soulagement et une joie pour tous. Il vous reste maintenant à relever le défi d'une situation particulièrement compliquée, retrouver le chemin de la paix civile et de la concorde. Et en vous recevant aujourd'hui, après avoir organisé il y a quelques semaines une conférence diplomatique, vous étiez représenté par votre ministre, c'est à une transition pacifique qui assure la stabilité et la souveraineté de la Syrie, qui prend en compte l'intégralité des composantes de sa société civile, que nous voulons parler. Voilà, donc pour vous, c'est justifié, en fait, les propos du président. Oui. Oui. Non, la question du faut-il ou ne faut-il pas le recevoir est réglée. Il faut recevoir tous les chefs d'État. Et puis après, l'autre question, c'est que se sont-ils dit? Quel était le programme ou le projet d'Emmanuel Macron le recevant? Comment a-t-il fait avancer la cause de la France? C'est son métier de le faire. Et ça, évidemment, on n'a pas d'informations. Michel, on va aussi évoquer l'Algérie, parce que, comme vous le savez, nous sommes sans nouvelles de Boualem Sansal, qui est toujours détenu dans les geôles algériennes. J'ajoute d'ailleurs que l'écrivain Kamel Daoud est, lui, à son tour visé par 2 mandats d'arrêt internationaux en provenance d'Alger. Donc évidemment, l'Algérie continue cette escalade et cette fuite en avant. Et puis il y a eu cette visite d'une délégation de parlementaires français, de gauche, des écologistes, mais aussi du centre, à Alger pour commémorer les 80 ans des massacres de Sétif, Gemla et Karata. Ils veulent que la France reprenne le travail mémoriel. Ça fait bondir évidemment ceux qui se battent pour la libération de Boualem Sansal. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Michel? Le travail mémoriel, moi je veux bien, mais il faut le faire. Et il ne faut pas faire semblant. C'est-à-dire, je crois qu'il y avait M. Roussel, où il y avait des communistes, ou un communiste. Enfin, il y a des communistes. Je rappelle que Sétif et Guelma, les massacres de Sétif et Guelma, à l'époque, l'humanité titrait, facile de trouver aujourd'hui, hein. Même je pense qu'on trouve ça sur Internet, qu'il s'agissait d'hitléro-trotskistes.
C'était des hitléro-trotskistes qui avaient manifesté avec des you-you, avec des drapeaux algériens dans la rue pour fêter justement la fin de la guerre. Ils avaient bien raison, ces Algériens, de descendre avec le drapeau algérien. Ils ont fait leur part. Et puis ils avaient bien raison de chanter, d'avoir des you-you, etc. Et on a eu tort de leur tirer dessus comme on a tiré dessus. Simplement, on ne sait pas comment ça s'est passé. Il y a eu un premier coup de feu, puis des coups de feu, puis des échanges, puis ça a été un massacre. Ça a été total. Mais je ne défends pas ça. C'est le général de Gaulle qui était là, donc vous savez combien j'aime le général de Gaulle, mais on n'a jamais su vraiment comment ça s'était passé, qui avait pris des initiatives, si le général avait donné l'ordre d'eux, ou si le général n'a pas donné l'ordre, mais a couvert l'initiative qui avait été prise par un commissaire de police à l'époque. Enfin bon. Donc faisons de l'histoire, véritablement. Mais si on fait de l'histoire, il faut que ces gens-là arrêtent. Tous ces gens-là qui nous donnent des leçons d'antifascisme, de lutte contre l'antisémitisme, et qui ont fait pour certains le pacte germano-soviétique, le PCF était dans la logique du pacte germano-soviétique, pour d'autres de traiter d'hitléro-trotskistes, des manifestants tout simples qui dans la rue criaient leur joie et qui avaient bien raison de crier leur joie. Il n'y avait aucune raison de leur tirer dessus, fût-ce un commissaire de police, fût-ce l'armée française qui a pris le relais du commissaire de police. Donc ces gens-là ne font pas d'histoire. Justement, ils ne font pas d'histoire. Ils utilisent l'histoire comme en Algérie, on ne fait pas d'histoire. Comme chez les Syriens, on ne fera pas d'histoire. Et comme dans tous les pays du monde où il y a des dictatures, on ne fait pas d'histoire. Simplement, notre République et notre démocratie font exactement la même chose aujourd'hui. Cette façon de ne plus faire d'histoire, mais de faire du mémoriel, de faire de la repentance, de voir des nazis partout, là où ils ne sont pas, surtout de voir des antisémites partout, là où ils ne le sont pas. Puis d'un seul coup, on se dit, mince, on a crié au loup antisémite pendant des années, et puis maintenant qu'il y a des vrais antisémites, qu'est-ce qu'on fait? On va continuer à le dire. Parce que je rappelle qu'il ne s'agit pas de dire de Marine Le Pen que c'est le fantasme d'Oradour-sur-Glane qui revient, c'est qu'Oradour-sur-Glane, c'était le Hamas, le 7 octobre, et qu'il y a aujourd'hui des gens qui défendent l'Oradour-sur-Glane qui a été le massacre du Hamas. Donc cette façon aujourd'hui, en plus de ça, de dire, parce que ce sont les mêmes qui n'ont pas voté pour la libération de Boualem-Sansal. Absolument, à l'Assemblée nationale. Mais enfin, c'est pas ça. Il y avait d'autres textes et on ne voulait pas être solidaire de ce texte-là, donc nous on veut bien, etc. Pas du tout. Il y a la France insoumise a voté contre. Oui, voilà. Donc ce sont les mêmes qui, votant contre Boualem-Sansal, s'en vont célébrer ce qui s'est passé là-bas. Mais ce qui s'est passé là-bas, il faudrait qu'on nous dise ce que c'est véritablement. Donc il y a aujourd'hui un parti de l'étranger. Ça me paraît évident quand aujourd'hui Rima Hassan nous fait savoir que l'Algérie c'est la Mecque des libertés. On se dit, mais c'est quand même extraordinaire. Vous avez un Boualem-Sansal qui arrive, descend de l'avion franco-algérien, on l'emmène en prison et on le condamne à 5 ans de prison sans avoir le droit à la défense. Et je rappelle qu'on avait interdit que son avocat puisse être son propre avocat parce qu'il était juif. Maître Zirmé, tout de même. Donc, je crois que c'était lui. Zimré. Oui, Zimré. Et donc, il y a quand même quelque chose qui fait sens dans tous ces gens qui nous disent qu'ils sont peut-être antisionistes, mais sûrement pas antisémites. Si, ils cautionnent un gouvernement antisémite. Et on a beaucoup reproché ça à Boualem aussi, parce que Boualem, on a eu l'occasion d'en parler plein de fois, mais ce qu'on lui a reproché, c'est d'être allé un jour dans un salon du livre en Israël. Il avait commis le péché originel, c'est-à-dire qu'il avait reconnu l'entité sioniste en y allant physiquement, personnellement, alors que Boualem est l'homme le plus gentil du monde et est un homme de paix, lui, véritablement. C'est tout ça aussi qui se joue, cette espèce d'antisémitisme d'État algérien qui se trouve soutenu par une gauche aujourd'hui qui ne veut pas qu'on lui dise qu'elle est antisémite. D'ailleurs, vous le dites, vous allez au tribunal, et on vous fait savoir que tout ça est faux, que non, ils sont juste antisionistes, mais que ça n'a rien à voir avec l'antisémitisme. Donc c'est pas terrible tout ça, c'est vraiment pas terrible. Ces gens qui devraient avoir honte, au contraire, ils vont avoir les honneurs du régime algérien qui est un régime de dictature. Un régime qui s'en prend aux intellectuels, donc à Kamel Daoud, Boualem-Sansal. Oui, et Kamel Daoud en plus, ça recommence, ça continue, quoi. Bien sûr, absolument, avec 2 mandats d'arrêt internationaux. Merci beaucoup, mon cher Michel Onfray, c'était passionnant de vous entendre parler depuis le pape jusqu'à ce travail de mémoire et d'histoire que nous avons fait ensemble. Merci beaucoup, on se retrouve la semaine prochaine sur CNews et sur Europe 1.